Bonjour, je vais prendre le temps de parler avec vous des mesures et des incertitudes. Vous allez faire des laboratoires cette session-ci et pour se donner là une bonne chance de comprendre et d'être capable de faire les mesures sans se fâcher, pour garder sa bonne humeur lorsque je vais expliquer comment traiter les données au laboratoire, vous voulez prendre le temps d'écouter cette vidéo-là et de me poser des questions au besoin. Ces questions-là, vous pouvez les poser au laboratoire, là, en personne, lorsqu'on va faire les mesures, si vous en avez. Ça va être plus facile lorsque vous allez avoir les instruments dans les mains, vous allez avoir noté vos mesures et ça va être le temps de les traiter. On va parler de concret. Pour l'instant, écoutez comme il faut ce que je vais dire et consultez cette vidéo-là au besoin lorsque vous allez rédiger des rapports de laboratoire, lorsque vous allez faire le traitement des mesures avec leurs incertitudes. Je lis avec vous les choses qui sont ici. Je vais commenter et faire des exemples au fur et à mesure qu'on va avancer pour vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, on dit que généralement, l'incertitude sur un instrument numérique, comme par exemple le pied à coulisse, est de plus ou moins un DGT. La première chose à savoir, c'est qu'un DGT, ça veut dire un digit. Dans les modes d'emploi de ces appareils-là, c'est écrit avec l'abréviation DGT. Digit, ça veut dire chiffre. Et concrètement, on réfère au chiffre le plus précis sur l'instrument de l'appareil. Quand on dit le chiffre le plus précis, là, c'est que, par exemple, si sur ton ampère-mètre ou sur ton instrument de mesure, comme le pied à coulisse, on lit 3,0146 millimètres, par exemple, ce serait très, très précis, mais qui sait, au Cégep Limoilou, on a des instruments dangereusement précis. Lorsqu'on parle de plus ou moins un DGT, on réfère à la position du chiffre, le digit, le plus précis inscrit sur l'écran de l'appareil. Donc, dans ce cas-ci, la position du chiffre le plus précis, c'est la position du 6. Et ce 6-là apparaît à la position des dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes. Donc, l'incertitude, ce serait plus ou moins 0,0001. Parce que c'est 1 DGT qui signifie position du chiffre le plus précis. C'est pas 6 là, qu'on écrit. L'incertitude, ce serait plus ou moins 1 10 millième. 1 à la position du chiffre le plus précis sur l'instrument. Je fais un autre exemple. Si on avait la mesure de, par exemple, 2,75, plus ou moins 1 DGT, ce serait plus ou moins 0,01. Ce serait 1 à la position du 5, le chiffre le plus précis sur l'instrument, dans ce cas-ci, 1 centième. Ça pourrait être des centimètres. OK, on s'est compris. Donc, si vous n'avez pas le manuel d'instruction, vous pouvez prendre pour acquis qu'on a plus ou moins un DGT. C'est probablement pas vrai. Il faut chercher le manuel d'instruction et c'est écrit là. Trouvez le mode d'emploi et consultez ce qui est écrit dedans. Vous allez trouver que c'est peut-être pas un DGT, mais peut-être bien 2 DGT. Qu'est-ce que ça fait si c'est plus ou moins 2 DGT ou plus ou moins 3 DGT? Imagine que dans le mode d'emploi, c'est mal écrit, hein? On trouve plus ou moins 3 DGT pour notre mesure. Et nous, sur l'ampère-mètre, on fait une mesure de 1,047 ampères. Et toi, tu sais, en consultant le manuel, qu'il faut prendre une incertitude de 3 digits. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la position du chiffre le plus précis. Clairement, c'est le 7 à la position des millièmes. Et on dit, OK, c'est 3 à cette position-là. Donc, on a 0,003. Et voilà, c'est réglé. C'est 3 à la position du chiffre le plus précis sur l'écran de l'appareil. Donc, ça devient très important de noter systématiquement tous les chiffres qui apparaissent sur l'instrument. Il y a des étudiants, genre des étudiants de Garneau, allez, moi, là, on fait pas ça. Il y a des étudiants au Cégep Garneau que lorsque c'est écrit, par exemple, 1,200 ampères sur leur instrument, ils vont noter dans leur cahier de mesure seulement 1,2 ampères. Et ils s'en vont comme ça, insouciants, gambadant dans la vie, à côté des licornes et des princesses Disney, en pensant que tout est cool. Hey, mon ami, ça marchera pas. Si c'est écrit 1,200 sur l'écran de ton appareil, il faut que tu notes 2,1
1,200. Je ne souviens plus ce que j'ai dit, mais tu as compris le principe. Il faut que tu notes tout ce qui est écrit sur l'écran de l'appareil, même s'il y a des zéros après, parce que quand tu vas venir calculer ton incertitude avec les DGT, là, le 3 DGT, il faut que tu le mettes à la position des millièmes. Mais si tu es un pas bon, puis que tu as noté juste 1,2 ampères, tu vas penser que le dernier chiffre, c'est les dixièmes, puis tu vas calculer une incertitude 100 fois trop grande. Puis ben à ce moment-là, écoute, c'est pas vargeux. Hey, on revient à notre petite liste que je suis en train de tout chiffonner. Généralement, l'incertitude sur un instrument traditionnel, comme, mettons, la règle, est plus ou moins une demi-fois la plus petite division. Donc, si vous avez aucun autre facteur qui vient saboter votre mesure, vous regardez votre règle. La mienne est graduée visiblement là en millimètres et vous allez prendre la moitié de la plus petite division. Par exemple, si la ligne que je suis en train d'essayer de mesurer mesure 9,567, 9,7 cm, la moitié de la plus petite division, c'est 1/2 millimètre. Il faut que je regarde ma ligne puis je guesse si c'est 7,0 ou 7,5. D'après moi, c'est 7,5 comme ça. Et on va écrire plus ou moins 0,05 ou 0,05 et la moitié de la plus petite division. La plus petite division étant 0,1 cm qui est égal à 1 millimètre. C'est standard. Je suppose que c'est ce que vous avez fait dans vos autres cours de sciences si vous en avez eu. Maintenant, c'est rare que notre règle est acotée comme ça dans le vide. Là. Des fois, il faut s'accoter sur des choses et il peut y avoir d'autres facteurs qui vont contribuer à augmenter l'incertitude. On verra ça au labo en personne. Si des facteurs externes nuisent à la précision de la mesure, c'est ce que j'expliquais, vous devez ajouter leur contribution à l'incertitude de l'instrument. Des facteurs externes, là, ça peut être, tu t'accotes sur quelque chose qui est mou. Tu essaies de mesurer ta feuille, mais elle n'arrête pas de bouger comme ça tout le temps pour une raison qui t'échappe là, et qui est indépendante de ton contrôle. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que tu mesures là, la plus grosse erreur que tu peux faire parce que ta feuille est molle quand tu t'accotes dessus puis tu essaies de la mesurer et tu vas ajouter ça à l'incertitude. Là, les étudiants n'aiment pas ça parce que c'est pas encadré et c'est pas canonique. Les étudiants, ouais, mais c'est quoi, comment je fais là, pour mesurer ça? Là? C'est quoi le pire? Ben écoute, tu fais tes mesures, tu regardes ça bouger, là, puis tu dis, bon, mais des fois c'est là, des fois c'est ici, puis des fois c'est là. Fait que la pire erreur que je peux faire, là, c'est entre le maximum puis le minimum. C'est égal à 1 cm. Donc, tu vas ajouter ça à ton incertitude en plus. Et puis oui, il faut l'estimer, puis oui, c'est à peu près. Des fois, c'est comme ça, la science, c'est à peu près. On essaie d'estimer au pire l'erreur qu'on peut faire. Ça nous donne une sécurité, une marge d'erreur qu'on connaît. On arrondit toujours l'incertitude à un seul chiffre significatif. Ça vaut la peine qu'on en parle. Par exemple, là, si vous avez des plus petites divisions sur votre règle qui sont égales à une moitié de demi-millimètre, donc à 0,25, ça se pourrait. Écoute, ta règle est graduée en demi-millimètre et pour une raison comme ça, tu te ramasses avec une incertitude de 0,25 cm. Qui sait, ça peut arriver. Ben écoute, ça peut pas marcher comme ça. Donc, on va arrondir l'incertitude à 0,3 cm. On peut pas garder deux chiffres significatifs sur notre incertitude. C'est une convention qu'on utilise au département de physique. Ça fait bien du sens là, quand tu y penses parce que si t'es pas sûr du 2 qui est ici, c'est tough d'être certain du 5 qui est après, qui est 10 fois plus précis que le 2 qui est avant, que tu n'es même pas sûr qu'il est précis lui-même. Donc, on coupe ça à un seul chiffre significatif et on va ajuster la mesure aussi au même nombre de décimales. Alors, regarde bien. Par exemple, mettons qu'on mesure 17,08 cm, plus ou moins 0,025. Quand on va arrondir notre incertitude à 0,3, on va aussi aller arrondir notre mesure à 17,1 plus ou moins 0,3. On va prendre le 8 ici, on va dire il est plus proche de 10 que de 5, là, et on va aller arrondir ça à 17,1 pour avoir le même nombre de décimales que notre incertitude. C'est toujours l'incertitude qui mène le bal, on le fait en premier. On arrondit ça à un chiffre significatif
Une fois que c'est fait, on va ajuster le nombre de décimales de notre mesure pour être cohérent avec l'incertitude. Un chiffre après la virgule pour l'incertitude? OK. Un chiffre après la virgule pour la mesure aussi. Donc, on arrondit l'incertitude à un chiffre significatif et ensuite seulement, on ajuste le nombre de décimales de la mesure pour être cohérent avec le nombre de décimales de son incertitude. Pour transformer les unités de mesure, il est toujours plus efficace d'utiliser la méthode des parenthèses. La méthode des parenthèses, je vais essayer de la voir avec vous en classe, où je vais faire une vidéo là-dessus. Peut-être vous la connaissez déjà, peut-être vous avez une autre méthode pour transformer vos unités de mesure au laboratoire. Qu'à cela ne tienne, si vous avez une méthode et qu'elle fonctionne, c'est votre jardin secret, vos affaires, j'irai pas vous dire comment faire. Si vous n'avez pas de méthode fiable pour transformer vos unités de mesure, embarquez dans ma religion, embarquez dans ma secte et utilisez la méthode des parenthèses. Je vais faire une vidéo pour vous l'expliquer. Il y a des vidéos qui existent déjà sur YouTube. C'est écrit dans le livre de Benson. J'ai de la documentation là-dessus. Je vais vous l'expliquer. Cette méthode-là fonctionne systématiquement à tous les coups, même pour des unités bâtardes incroyables et inimaginables, comme des hectares cubes fois des candela carrés divisés par des secondes puissance 4, ça fonctionne quand même. Vous êtes blindé avec la méthode des parenthèses. Donc, note à vous-même, si vous connaissez pas cette méthode-là et que vous n'avez pas de méthode pour convertir vos unités, informez-vous, écoutez mon vidéo qui s'en vient ou trouvez de l'information là-dessus, ça vaut la peine. Vous allez avoir à travailler avec des opérations algébriques sur des mesures qui ont des incertitudes. Par exemple, vous allez additionner des quantités de centimètres avec d'autres centimètres pour obtenir la réponse en centimètres aussi, et vous allez être intéressé par l'incertitude de la réponse d'une somme ou d'une soustraction de deux quantités qui possèdent eux-mêmes des incertitudes. Pour une somme ou une soustraction, on appelle ça une différence, la réponse de la soustraction, c'est d'une simplicité désarmante. Vous n'avez pas à vous casser le bécic. Vous prenez l'incertitude des deux mesures que vous additionnez ou que vous soustrayez et vous additionnez bêtement ces deux incertitudes-là. Et la somme des incertitudes, c'est l'incertitude de votre réponse. Facile comme ça. Si vous avez des multiplications, c'est plus sport. Pour les divisions, c'est la même règle. Si vous divisez A par B pour obtenir la réponse C, ou si vous multipliez A par B pour obtenir une réponse, la incertitude de la réponse, il faut faire incertitude de A divisé par la valeur de A, plus l'incertitude de B divisé par la mesure B, et on va prendre le C qui est ici et on va multiplier tout ça par la valeur de la réponse pour obtenir l'incertitude sur la réponse. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est plus sportif, mais quand même, vous connaissez l'incertitude sur A, vous connaissez l'incertitude sur B, vous connaissez la mesure de A, vous connaissez la mesure de B, et vous connaissez la réponse C, parce que t'as juste à faire A fois B ou A divisé par B. Ta calculatrice fait ça pour toi. Donc, tu connais tout ce qu'il y a à connaître et ça se fait relativement bien. La dernière chose qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est le cas beaucoup plus sportif où vous avez une fonction. À ce moment-là, on va utiliser la méthode des extrêmes. La méthode des extrêmes, c'est ce qui est écrit ici, là, c'est qu'on va maximiser la fonction, on va minimiser la fonction, on va diviser tout ça par 2 et la réponse va donner l'incertitude sur la réponse de la fonction. Là, ça semble très théorique, ça, là, et probablement désagréable pour vos oreilles. Et c'est pour ça que je vais faire un exemple avec vous de la méthode des extrêmes. Super mal écrit, hein? Je garde mon style. Imaginez qu'on veut calculer, disons, la réponse pour la fonction... tiens, j'en invente une. V, une variable quelconque, V pour variable, qui est égale à A carré plus 2B divisé par 3C. Donc ça, écoutez,
pour une raison quelconque au laboratoire, on vous demande, c'est le but du laboratoire, d'obtenir la réponse V et son incertitude. Toi, tu as mesuré A, plus ou moins son incertitude. Tu as mesuré B, plus ou moins son incertitude de B. Et tu as aussi mesuré C, plus ou moins son incertitude de C. Tu les connais, A, B, C, ça a été mesuré avec des règles, des pieds à coulisses, des chronomètres, name it. Et tu as évalué, c'est déjà fait, l'incertitude sur chacune de ces variables-là. Et là, avec ta calculatrice, c'est très simple. Hein, tu mets A au carré plus 2 fois B, tu divises tout ça par 3C et tu obtiens ta réponse. C'est la réponse V. Mais tu te demandes, oui, mais quelle est l'incertitude sur la variable V que je viens de calculer? Voici comment ça marche. On commence par maximiser la fonction V qui nous intéresse. Pour maximiser la fonction V, on se demande comment c'est possible d'obtenir la plus grosse réponse possible pour V. Rapidement, vous regardez les variables qui sont impliquées, vous vous dites, ben si on veut un gros V, il faut que A soit le plus gros possible. Il faut aussi qu'on ajoute à A, parce que c'est une addition, 2 fois B, puis si B est le plus gros possible, ça va nous donner un gros V à la sortie. Par contre, pour la division par 3C, si on divise par un gros C, ça va diminuer la valeur de V. Tandis que si on divise tout ce qui est au-dessus de la barre de division par 3 fois quelque chose de petit, ça va augmenter la valeur de V. Donc, pour avoir un V max, il faut avoir un gros A, un gros B, puis un petit C. Concrètement, comment on fait? Ben, regarde bien ça. Ça, c'est ma barre de division. On va avoir la valeur maximum de A, c'est-à-dire A plus son incertitude. A plus son incertitude, c'est la plus grosse valeur possible pour A. On met ça au carré, parce que dans notre formule, c'est au carré. Plus 2 fois la plus grosse valeur possible de B. C'est B plus son incertitude. On laisse ça comme ça, c'est à la puissance 1. Et en dessous de la barre de division, on divise par 3 fois C, mais la plus petite valeur de C, la valeur minimum, ça va être C, moins son incertitude de C. Et voilà, pour Vmax, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut faire la même chose et on essaie de minimiser la valeur de V. Même principe, pour avoir un petit V, on va vouloir mettre un A qui est le plus petit possible, un B qui est le plus petit possible, et on va vouloir diviser, parce qu'une division, ça diminue la grosseur, par un C qui est le plus gros possible. On réécrit tout ça. Vmin, ça va être A moins delta A, son incertitude, au carré, plus 2 fois B moins delta B, divisé par 3 fois C, mais plus son incertitude, delta C. Ça fait des gros calculs, et la plupart des gens vont pas perdre leur temps à calculer ça eux-mêmes. Ils vont programmer des cellules Excel à l'intérieur d'un tableur électronique qui fait tout le travail pour eux. Les ordinateurs, là, ce sont vos esclaves. Vous les faites faire ce que vous voulez et ils font ça très vite. Donc, je vous suggère là, de même pas faire ça à la calculatrice. Ça vient mêlant, les parenthèses, c'est paquet de troubles. Programmez ça dans Excel. Je vais vous montrer comment faire dans les prochaines vidéos. Et Excel le fait pour vous. S'il y a un problème, on peut réajuster en temps réel et c'est réglé. Une fois qu'on a Vmax et Vmin, écoute, max moins min divisé par 2. Donc, l'incertitude sur V, c'est le Vmax moins le Vmin. Tout ça divisé par 2. Et bingo, c'est réglé. On va pas plus loin que ça. Ça fait beaucoup de calculs, mais comme je vous dis, quand c'est rentré dans l'ordinateur, c'est fait, c'est fait. Si on a fait 32 essais avec 32 valeurs différentes de A, B et C, Excel fait ça tout d'un coup. Vous claquez les doigts, l'ordinateur fait 4 milliards d'opérations par seconde, vous êtes mort de rire, et la réponse s'affiche instantanément. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, vous allez arrondir à un chiffre significatif cette incertitude-là. Et ensuite, comme on l'a dit, vous allez ajuster le nombre de décimales de votre réponse pour qu'elle soit cohérente avec le nombre de chiffres, le nombre de décimales de votre incertitude. Vous mettez tout ça ensemble et vous exprimez votre réponse sur la feuille ou sur le rapport de laboratoire comme étant V est égal à quelque chose, plus ou moins quelque chose d'autre, comme ça ici. Et c'est aussi simple que ça.
Allez, j'arrête là pour la vidéo. Si vous avez des questions, c'est par Mio comme d'habitude ou quand on se voit en personne au laboratoire.